Bienvenue à ce webinaire de l'AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre questionnaire annuel sur le charbon. Commençons cette présentation en nous intéressant à l'importance du charbon dans le mix énergétique mondial et aux raisons de cette importance. Loin de voir son importance décliner, le charbon était la deuxième source d'énergie primaire en 2015, comme vous le voyez sur le premier graphique. Le monde continue à dépendre du charbon, et en particulier les économies en voie d'industrialisation rapide d'Asie, pour lesquelles le charbon est une source d'énergie essentielle pour soutenir la croissance économique. La contribution du charbon à l'apport total en énergie primaire ou ATEP mondial était d'environ 28% en 2015. Regardons maintenant le deuxième graphique. Bien que le charbon soit l'une des énergies les plus polluantes pour la production d'électricité et que certaines régions du monde s'efforcent depuis quelques années d'en éliminer son utilisation dans leur production électrique, l'industrialisation simultanée en cours dans d'autres régions du monde a contrebalancé ces efforts. Le monde continue de dépendre du charbon pour produire une électricité stable et abordable. La part du charbon dans la production mondiale d'électricité était de 39% en 2015. Il était la source d'énergie principale pour la production d'électricité. Il est essentiel de comprendre l'importance du charbon pour les principales économies mondiales. La Chine est un exemple édifiant du rôle que joue le charbon dans le développement économique d'un pays. Le charbon est profondément incorporé au développement économique chinois et la Chine est de loin le plus gros consommateur et producteur de charbon au monde, comme on peut le voir sur le graphique de droite. L'approvisionnement énergétique de l'Inde a considérablement augmenté depuis 2000. Du fait de l'industrialisation rapide du pays et de la recherche d'un approvisionnement fiable, adapté et abordable pour la production d'électricité, le charbon est devenu la principale source d'approvisionnement énergétique du pays. Le charbon est important à plusieurs niveaux. Nous avons déjà mentionné que c'est une source d'énergie fiable et abordable pour de nombreux pays. Il est à l'origine d'environ 40% de l'électricité produite dans le monde. 73% de l'électricité et de la chaleur produite en Chine proviennent du charbon, et cette part est de 75% en Inde. Hormis la production d'électricité, le charbon est également largement utilisé dans le monde entier pour la production d'acier et la fabrication de ciment. Alors, à quoi cela est-il dû ? Pourquoi le charbon est-il si largement utilisé dans le monde entier ? Eh bien, tout d'abord, le charbon est bon marché, mais également simple à extraire, à expédier et à brûler. En outre, le charbon est abondant. Il existe environ 1 milliard de tonnes de réserves confirmées, largement distribuées dans le monde entier. Cela explique que le charbon représentait environ 28% de l'approvisionnement total en énergie primaire en 2015. Cependant, l'utilisation du charbon est aussi liée à des préoccupations environnementales. Le charbon est la principale énergie émettrice d'émissions de CO2 et il cause également des problèmes de pollution de l'air. Il existe un potentiel de développement et de déploiement de technologies de charbon propre, telles que le captage et le stockage du carbone. À présent, je voudrais essayer de vous donner brièvement un aperçu le plus complet possible des tendances actuelles sur le marché mondial du charbon en intégrant les données provisoires pour 2016. Si l'on regarde les chiffres mondiaux, la production mondiale de charbon a baissé en 2016 d'environ 458 mégatonnes, soit la plus forte baisse en termes absolus depuis 1971. Cette baisse est le résultat d'une multitude de facteurs, dont l'un des plus importants est la mise en œuvre de quotas sur les jours d'exploitation des mines en Chine. La production des différents types de charbon, à savoir le charbon vapeur, le charbon à coke et le lignite, a chuté en 2016. A l'inverse, le commerce international du charbon a cru en 2016, avec des importations en hausse de 1,5%. La Chine a accru ses importations de 25% par rapport au volume de 2015, tandis que les importations de l'Inde ont diminué de 7,2%. Malgré la baisse des importations indiennes, la Chine et l'Inde étaient les deux plus principaux producteurs et importateurs de charbon en 2016. En ce qui concerne la consommation de charbon, en 2016, elle a augmenté de 2,1% en Inde, faisant suite à 18 années de croissance consécutive
tandis que la consommation de charbon a diminué de 1,8% en Chine et de 7,8% aux États-Unis. Les statistiques sur le charbon indiquent que la Chine consomme, en 2016, la moitié du charbon mondial, bien que sa consommation se soit stabilisée ces dernières années. Les informations présentées dans les diapositives précédentes sont le fruit de la collecte de données sur le charbon que nous menons à l'AIE. Pour mener à bien ce recueil de données, il est indispensable de connaître les différents types de charbon et les différentes classifications, ainsi que quelques concepts fondamentaux que je voudrais vous présenter. Il existe de nombreux types de charbon. Distinguons dans un premier temps les charbons primaires et les dérivés du charbon, qui sont des produits dérivés issus des processus de transformation du charbon. Le charbon primaire est un combustible fossile ayant généralement l'apparence physique d'une roche noire ou brune, constituée de matière végétale carbonisée. On trouve notamment dans cette catégorie l'anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, le charbon sous-bitumineux, le lignite, la tourbe et les schistes bitumineux. Les combustibles dérivés comprennent à la fois les combustibles solides et les gaz issus du traitement et de la transformation du charbon. Ces produits secondaires ou dérivés comprennent notamment les combustibles agglomérés, les briquettes de lignite, le coke de coquerie, les goudrons de houille, les produits dérivés de la tourbe, ainsi que les gaz manufacturés. Le charbon primaire peut également être distingué selon ses caractéristiques physiques et chimiques. Ce sont ces caractéristiques qui déterminent le prix du charbon ainsi que ses diverses utilisations. Plus la teneur en carbone d'un charbon est élevée, plus sa qualité est élevée. Les charbons de rang supérieur ont des niveaux plus bas d'humidité et de matière volatile, de meilleure qualité de coquefaction et donc des prix plus élevés. La houille est un charbon dont le pouvoir calorifique supérieur au PCS se situe au-dessus de 24 000 kJ par kilogramme. Cette catégorie comprend l'anthracite, les charbons à coke et les autres charbons bitumineux. Le lignite correspond à du charbon ayant un PCS inférieur à 20 000 kJ par kilogramme. Comme il existe différentes classifications du charbon, il y a souvent confusion sur les charbons primaires, surtout entre le lignite et le charbon sous-bitumineux. D'après les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques, le charbon sous-bitumineux est classé dans la catégorie de la lignite. Mais le charbon n'est pas classé seulement en fonction de ses propriétés physiques. Il peut également être classé en fonction de la manière dont il est utilisé. Dans cette classification, le charbon à coke est également connu sous le nom de charbon métallurgique, c'est-à-dire un charbon de qualité suffisante pour la production d'acier. Le charbon à coke est principalement utilisé dans les fours. Le charbon vapeur, également connu sous le nom de charbon thermique, convient à la production d'énergie électrique. Cette catégorie comprend l'anthracite, les autres charbons bitumineux et le charbon sous-bitumineux. Le lignite est généralement exclu de cette classification. Maintenant que nous avons passé en revue les différents types de charbon et les différentes classifications, voici un organigramme simplifié de la chaîne d'approvisionnement du charbon, afin d'avoir une vision claire du marché du charbon depuis la production jusqu'à la consommation finale. L'offre de charbon est principalement composée de la production, des échanges commerciaux et des stocks. Le charbon primaire est principalement produit dans des mines souterraines ou de surface. Une partie du charbon primaire peut également provenir de la récupération de charbon à partir des terrils ou d'autres sources. Le charbon est un produit facilement transportable sur de longues distances, que ce soit en bateau ou en train. Le commerce mondial de charbon représente des volumes importants. C'est pourquoi il est important pour un pays de savoir non seulement combien de charbon est importé et exporté, mais également de connaître l'origine et la destination de ces flux. S'agissant des stocks, des données à jour, détaillées et précises sur les variations de stocks de charbon sont essentielles pour les décideurs et les analystes de marché. Du côté de la demande, le charbon est consommé dans différents secteurs.
le secteur de la transformation, le secteur de l'industrie de l'énergie et les autres secteurs de consommation finale, comme l'industrie, le résidentiel, à travers des usages à la fois énergétiques et non énergétiques des combustibles. Examinons à présent plus en détail les secteurs de la transformation et de l'énergie. Il existe une grande variété d'installations de transformation du charbon utilisées pour obtenir des produits énergétiques à partir du charbon. Ces installations comprennent les centrales de production d'électricité et de chaleur qui utilisent le charbon comme intrant, par exemple l'anthracite et les autres charbons bitumineux peuvent être transformés en électricité, en chaleur ou dans les deux. Les fours à coque, dont le principal intrant est le charbon à coque, qui est transformé en coque de coquerie et en d'autres sous-produits, comme le gaz de coquerie et le goudron de houille. Les hauts fourneaux, dans lesquels le coque de coquerie produit par les fours à coque peut ensuite être utilisé pour fabriquer de l'acier. Par ce processus, on obtient d'autres produits secondaires, les gaz manufacturés. Nous avons aussi les usines à gaz, qui sont des entreprises de services dont l'objet principal est la fabrication, le transport et la distribution de gaz, et dans lesquelles le gaz d'usine à gaz est produit. Et enfin, les usines de liquéfaction du charbon, où le charbon est converti en hydrocarbures liquides. Une grande quantité du charbon consommé est ainsi transformée en l'un ou l'autre de ces produits. Nous avons parlé des différents processus de transformation. Je voudrais vous en donner une illustration pratique à travers l'exemple des fours à coque. Ce qui se passe dans un four à coque est essentiellement un processus de carbonisation. Le charbon est chauffé à haute température dans une atmosphère sans oxygène. Seul un certain type de charbon peut être converti en coque, le charbon à coque, qui est donc l'intrant de ce processus de transformation. Le charbon à coque est transformé en un produit dérivé du charbon que l'on appelle le coque de coquerie. Mais au cours de ce processus, d'autres sous-produits sont également libérés, comme le gaz de coquerie et le goudron de houille. Les combustibles qui sont transformés en une autre forme d'énergie doivent toujours être reportés au niveau du secteur de la transformation. Maintenant, imaginons qu'une partie des gaz libérés est brûlée pour chauffer le four à coque. Dans ce cas-là, les combustibles consommés pour le fonctionnement des opérations du secteur de l'énergie doivent être considérés comme de l'autoconsommation de l'industrie de l'énergie. Le processus de collecte de données diffère selon que le pays est membre de l'OCDE ou non. Pour les pays membres de l'OCDE, les administrations nationales doivent fournir des données à l'Agence internationale de l'énergie en utilisant les questionnaires conjoints AIE, Eurostat, ONU. Les administrations sont tenues de fournir ces données à l'AIE en raison de leur appartenance à l'organisation. Pour les pays non membres de l'OCDE, il n'existe aucune obligation formelle de soumettre des données à l'AIE. Les opérations de collecte de données sont alors basées sur un protocole d'accord. Les entreprises du secteur du charbon ainsi que d'autres publications statistiques sont également consultées. Le questionnaire sur le charbon porte sur l'ensemble des combustibles fossiles solides et des gaz manufacturés. Il comprend 4 tableaux et porte sur 17 produits, dont 7 produits primaires et 10 produits dérivés. Le tableau 1 est le tableau principal, dans lequel l'ensemble des flux doivent être déclarés du côté de l'approvisionnement, comme du côté de la consommation. Il fonctionne en étroite corrélation avec le tableau 4, dans lequel tous les pouvoirs calorifiques relatifs aux données indiquées dans le tableau 1 doivent être déclarés. Les tableaux 2 et 3 portent sur l'origine des importations et la destination des exportations. Cette diapositive illustre les relations entre les différents tableaux du questionnaire. Il est essentiel que les chiffres indiqués dans chaque tableau soient correctement totalisés et que les totaux des différents tableaux soient cohérents. Par exemple, dans le questionnaire sur le charbon, les importations totales déclarées dans le tableau 2,
qui sont la somme des importations en provenance de l'ensemble des pays d'origine, doivent correspondre au total des importations indiquées dans le tableau 1 pour chaque produit. La même chose vaut pour les exportations. Mais au-delà des relations logiques entre les tableaux d'un même questionnaire, il existe également des relations entre les différents questionnaires de l'AIE. Par exemple, si une certaine quantité de charbon est consommée pour la production d'électricité, cela doit être indiqué dans les deux questionnaires, charbon et électricité, et les chiffres reportés doivent être cohérents. Examinons plus en détail chacun de ces tableaux. Comme évoqué précédemment, c'est dans le tableau 1 que doivent être reportés l'ensemble des flux du côté de l'approvisionnement comme de la consommation. Prenons un exemple pour voir de quelle façon les données sur le charbon doivent être reportées dans ce tableau. Imaginons que notre pays a produit 78 kilotonnes d'anthracite, que 2096 kilotonnes de lignite ont été utilisées dans des centrales électriques et que 100 kilotonnes de coques de coquerie ont été consommées pour la fabrication de l'acier. On est donc en présence de trois types d'informations différents: les quantités, les produits et les flux. Afin de reporter ces données, il faut identifier le bon flux dans les lignes du tableau ainsi que le produit correspondant en colonne. On peut alors indiquer la quantité dans la cellule correspondante, tout d'abord pour l'anthracite, ensuite pour le lignite et finalement pour le coque de coquerie. Les tableaux 2 et 3 portent sur les importations de charbon par pays de première origine, c'est-à-dire le pays dans lequel le charbon a été produit, consommé dans le pays, et sur les exportations de charbon par pays de consommation finale. La raison pour laquelle nous recueillons ces données selon leur origine et leur destination est que la qualité du charbon et des produits du charbon peut différer selon les pays, les régions et les mines. Or, la qualité du charbon a une incidence sur son contenu énergétique, c'est-à-dire son pouvoir calorifique. Examinons l'exemple donné en appliquant la même logique que pour le premier tableau. Si on veut reporter l'importation de 10 kilotonnes de charbon à coque en provenance d'Albanie, il faut inscrire la quantité dans la cellule correspondant au bon produit et au bon flux. Comme les pouvoirs calorifiques peuvent varier selon les flux, il faut recueillir les pouvoirs calorifiques de l'ensemble des flux et c'est l'objet du tableau 4. Il faut également veiller à bien équilibrer les différents pouvoirs calorifiques, car sinon cela pourra aboutir à des différences statistiques lors de la conversion en unités d'énergie. En d'autres termes, il faut non seulement que les quantités physiques correspondent côté approvisionnement et côté demande, mais aussi les contenus énergétiques. Les pouvoirs calorifiques indiqués doivent donc permettre d'obtenir les mêmes contenus énergétiques des deux côtés. Renseignons le tableau à partir de l'exemple. Il faut de nouveau identifier le bon produit, le bon flux, et reporter le pouvoir calorifique dans le tableau 4 en conséquence. Une fois que les données ont été recueillies dans les différents tableaux, nous procédons à un contrôle de qualité des données qui comprend notamment des vérifications arithmétiques qui portent sur les sommes, les totaux, les signes, ainsi que sur la cohérence entre les tableaux du questionnaire et entre les différents questionnaires, des contrôles statistiques. Une attention particulière est ici portée aux différences statistiques et à la cohérence des séries temporelles. Elle comprend aussi des contrôles physiques. Il est essentiel de vérifier la valeur des pouvoirs calorifiques, de comparer les bilans physiques et énergétiques et de vérifier les efficacités des processus de transformation. Et enfin, nous comparons également ces données avec d'autres sources secondaires et nous nous assurons que les données sont complètes et conformes aux faits. Comme nous l'avons vu, la collecte et la validation des données ne sont pas des tâches aisées, mais elles sont essentielles pour éclairer les décisions politiques et économiques. La collecte de données a un coût. Il faut parvenir à un équilibre entre l'utilisation efficace des ressources et la collecte des données nécessaires. Ce qui est nécessaire dépendra des besoins des utilisateurs de données,
mais il n'est pas possible de répondre à tous les besoins. Il est important de prendre en compte les évolutions du secteur de l'énergie et de limiter la collecte de données aux domaines les plus importants. Mais il faut savoir que malgré tout, le manque de données de qualité peut s'avérer bien plus coûteux que leur collecte et les activités associées. Compte tenu du rôle et de l'importance de l'énergie dans le développement mondial, on pourrait s'attendre à ce que les données de base sur l'énergie soient disponibles et fiables. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe plusieurs raisons à la dégradation de la qualité des statistiques sur l'énergie. La libéralisation des marchés de l'énergie, notamment, a eu un double impact sur les statistiques. Tout d'abord, alors qu'il était relativement aisé d'obtenir des informations détaillées auprès d'une seule entreprise nationale de services publics par le passé, il est désormais nécessaire de mener des centaines d'enquêtes auprès des entreprises pour disposer d'une vision globale du secteur. En second lieu, l'existence d'un marché concurrentiel pose également des problèmes en termes de confidentialité, ce qui complique également la collecte de données. Ajoutons à cela le manque de ressources pour les opérations de collecte et la rotation rapide des personnels dans les bureaux statistiques. L'objectif de tout système de collecte est de parvenir à obtenir des données détaillées et fiables sur les différentes parties de la chaîne de production et de consommation. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'un cadre juridique, d'un mécanisme de reporting adapté, à savoir des questionnaires aussi simples d'usage que possible, un réseau de contacts, un calendrier prévisionnel, d'un mécanisme de diffusion approprié et nécessaire, ainsi que des ressources adéquates pour collecter, traiter les données, mais également pour pouvoir revoir la méthodologie et le processus de collecte régulièrement afin de s'adapter aux évolutions du secteur énergétique. Passons maintenant en revue les différentes méthodes de collecte de données, en prenant des exemples simples. La première méthode est l'enquête. Les pays peuvent collecter des données directement auprès des fournisseurs d'énergie ou des utilisateurs finaux. Le ministère de l'Énergie nationale ou le Bureau des statistiques peuvent par exemple demander aux fournisseurs d'électricité de remplir un questionnaire fournissant des informations sur la quantité d'électricité produite ou fournie. Les enquêtes permettent aux pays d'obtenir des données relativement précises, mais elles peuvent parfois s'avérer trop coûteuses. Dans ce cas-là, les données administratives constituent une seconde option intéressante. Les données administratives sont les données collectées à des fins administratives. Elles peuvent être détenues par le gouvernement ou par une entreprise publique ou privée en charge de la politique publique. Avoir recours à ce type de données peut contribuer à réduire la charge des enquêtes. Mais, comme elles dépendent de tierces parties, la coopération entre les décideurs, les administrations et les statisticiens est nécessaire. Certaines variables peuvent être mesurées directement. C'est par exemple le cas des données sur la consommation d'énergie recueillies par les compteurs intelligents qui fournissent des informations actualisées. Si aucune donnée n'est disponible, celles-ci peuvent être estimées. Par exemple, si un pays ne dispose d'aucune information sur la production de gaz de hauts fourneaux, cette donnée peut être estimée sur la base de la production de fonte brute, ces deux valeurs étant fortement corrélées. Nous approchons de la fin de cette présentation. Nous avons passé en revue les tendances actuelles du marché du charbon mondial, ainsi que la manière dont les données sur le charbon sont collectées et vérifiées. Voyons maintenant comment ces données sont utilisées. Les données collectées par l'AIE sont utilisées de multiples façons. En dehors de l'AIE, les données sont largement utilisées par les gouvernements, les universitaires et les chercheurs, les analystes financiers et les investisseurs, ainsi que par les associations. Elles sont utilisées à différentes fins. Pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement, pour comparer les performances de différents pays, pour évaluer l'efficacité des politiques publiques et surtout pour prendre des décisions politiques et économiques éclairées. Au sein de l'AIE, les statistiques sur le charbon sont principalement utilisées pour la publication de notre rapport d'information sur le charbon et des bases de données qui lui sont associées. Les données sur le charbon sont également utilisées pour élaborer les bilans énergétiques, calculer les émissions de CO2 et les indicateurs d'efficacité énergétique.
Ces données sont également utilisées au sein de l'AIE pour mener des analyses et des prévisions et pour produire le rapport Perspective énergétique mondiale, le World Energy Outlook, l'une des publications phares de l'AIE. Les statistiques les plus utilisées peuvent être consultées dans un livret accessible à tous, intitulé Statistiques clés sur l'énergie mondiale, mais aussi via l'application mobile associée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies, qui fournissent le cadre méthodologique. Merci et à bientôt!